Alors, je suis très heureux, si vous le voulez bien, d'accueillir en votre nom Jean-Jacques Ayagon. Il y a beaucoup de raisons, je vais essayer d'en dire quelques-unes très rapidement. La première, il ne vous aura pas échappé, c'est que Jean-Jacques Ayagon est le cousin de Jean Lassalle. Ils sont tous les deux de la vallée d'Aspe, dans les Pyrénées, et leurs itinéraires sont au fond extrêmement symétriques, en tout cas dans l'expression artistique qui caractérise l'un et l'autre. Et donc tous les deux viennent de la grande et petite par le nombre des habitants vallée d'Aspe, là-haut au-dessus de Doloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées. Je suis très heureux que Jean-Jacques Ayagon soit là. C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande estime qui joue dans notre vie intellectuelle et culturelle un rôle tout à fait éminent en raison des responsabilités qui ont été les siennes dans le courant de sa vie, à la fois de haut responsable de la culture et d'homme politique français. Au fond, c'est une vie que je décrirais en 4 étapes. Jean-Jacques Ayagon a été un homme qui s'est investi dans l'histoire et dans l'histoire de l'art en particulier. Je suis très heureux qu'il soit avec nous pour réfléchir à ce que peut-être ou devrait être le ministère de la Culture. Il a fait son DEA sur Viollet-le-Duc et l'enseignement de l'architecture. Alors Viollet-le-Duc, comme vous savez, a une œuvre controversée, mais ça n'est pas l'essentiel du sujet. En tout cas, ceux qui connaissent le château de Pau ont une idée, comment dirais-je, riche, complexe des interventions de l'école de Viollet-le-Duc, parce que ce n'est pas Viollet-le-Duc lui-même qui est intervenu sur le château d'Henri IV, mais c'est son école. C'était un sourire. Deuxième étape, il est d'abord professeur, et puis il est professeur à Égletons en Corrèze, et quand on est à Égletons et à Tulle, on croise des routes illustres, et il croise une route illustre qui est celle au fond de Jacques Chirac, et Jacques Chirac l'appelle auprès de lui à la mairie de Paris, dans diverses responsabilités culturelles. Et l'une de ces responsabilités tout à fait éminentes sera la présidence de Beaubourg. Et donc, il occupera cette très éminente fonction au moment même où, au fond, l'histoire de cette œuvre tout à fait exceptionnelle va prendre un tournant décisif. Ensuite, il est ministre de la Culture. C'est un rôle dans lequel il est reconnu, je crois, par un grand nombre de gens. Alors, ça n'empêche pas d'avoir des relations complexes avec le monde de la culture, qui n'est pas le monde le plus aisé qu'on puisse trouver. Le monde de l'éducation nationale non plus, comme s'en rendent compte les ministres actuels. Après quoi, il occupera une responsabilité très éminente, puisqu'il sera le patron du Musée national de Versailles pendant 5 années, c'est ça, Jean-Jacques ? Pendant 5 années. Il ne sera pas renouvelé au terme de ces 5 années, ce qui fera naître beaucoup de discussions dans le monde de la culture, ce qui prouve aussi quelle était l'importance du rôle qu'il jouait. Et il va exercer ensuite des fonctions auprès de ce très grand collectionneur qu'est François Pinault et des collections qui sont les siennes. Et tout récemment, il vient d'être élu président du musée des arts décoratifs, ce qui est là encore un jalon. Quand vous avez fait Beaubourg, Versailles et le musée des arts décoratifs, le moins qu'on en puisse dire est que vous avez marqué de votre empreinte la vie culturelle du temps. Jean-Jacques Ayagon a choisi, et c'est une preuve de liberté d'esprit,
il a choisi de traiter de la question de savoir si il faut, s'il faudrait, et quel rôle devrait jouer le ministère de la Culture. Comme vous savez, il y a bien des pays où il n'y a pas de ministère de la Culture. Et c'est au fond en France l'héritage de Malraux qui, avec le caractère légendaire de l'homme, légendaire, fascinant, rigolo à certains égards, qui a marqué de son empreinte l'action culturelle du pays sous la forme d'un ministère de la Culture qui est beaucoup plus que l'ancien ministère des Beaux-Arts, puisque c'est ainsi qu'autrefois on concevait l'action publique autour de la culture. Je suis donc très heureux que Jean-Jacques Ayagon soit là, très heureux aussi des échanges que très généreusement de sa part nous avons depuis plusieurs mois et même un peu plus, parce que c'est quelqu'un dont je suis persuadé qu'il peut et va apporter beaucoup à notre vie publique, pas seulement sur le thème de la culture, parce que c'est quelqu'un qui a un large spectre de vision, qui est à la fois très pénétré par l'expérience personnelle et par l'histoire de notre pays, et dont je suis sûr que nous n'avons pas fini de cueillir les fruits. En tout cas, je voudrais, avec vos applaudissements, lui dire merci d'être là. Monsieur le Président, cher François, tout d'abord, soyez remercié pour votre invitation et pour l'accueil si chaleureux que vous me réservez ici. Je tiens, avant d'aborder le sujet que nous proposons d'examiner ce soir, à vous dire vraiment ma très très vive estime personnelle et ma conviction totale à l'égard de votre engagement et de votre action. J'aimerais qu'au cours des prochaines années, au cours des prochaines décennies, la vie publique de notre pays en soit très profondément marqué et qu'ainsi un renouveau puisse profondément sceller le destin de notre pays. Vous avez eu la bonté de rappeler quelques éléments de ma biographie. J'étais en train de me dire que finalement, après Versailles et les arts décoratifs aux Tuileries, il ne me restait plus qu'à aller à l'abbaye de Saint-Denis pour y trouver un repos enfin bien mérité, mais j'espère y arriver le plus tard possible. Alors, nous posons ce soir la question de savoir s'il faut un ministère de la Culture. Je crois qu'il faut que nous sachions les uns et les autres aborder cette question avec beaucoup de franchise et en refusant des effets de rhétorique trop faciles. Il y a quelques années, c'était en 2008, à la fin de l'année 2008, je rentrais en France à ce moment-là de Venise, où j'avais installé la Fondation Pinault. J'étais président du château de Versailles et un journaliste du Monde, Harry Bellet, m'interrogeait sur la situation du ministère de la Culture et sur son avenir. Et je crois que c'est un peu par provocation que je lui ai dit, ce dont il s'est naturellement fait très rapidement l'écho, qu'on pourrait peut-être se passer d'un ministère de la Culture, tant ce ministère semblait à ce moment-là en voie de déconsidération et en tout cas incapable de mettre en œuvre de façon visible et de façon convaincante une action efficace. Je tenais aussi, comme vous l'avez fait, François, à rappeler qu'il ne fallait pas oublier qu'il y avait eu des politiques culturelles de l'État avant l'existence d'un ministère de la Culture. Le ministère de la Culture a été créé, non pas comme on l'entend parfois, par André Malraux, mais pour André Malraux, en 1959. Or, l'État, en France, la République notamment, et même les régimes qui avaient précédé la République, avaient déjà mis en œuvre des actions de politique culturelle et parfois des actions de politique culturelle extrêmement efficaces, qu'on songe à ce qu'a été l'action, y compris institutionnelle, de la Troisième et de la Quatrième République. Le réseau des musées, des bibliothèques, tel que nous le connaissons aujourd'hui, même s'il a été considérablement amélioré, est en grande partie issu de cet engagement des républiques antérieures à la Ve République. Je faisais aussi remarquer que finalement, par un paradoxe extraordinaire,
on peut avoir un ministère de la Culture sans bénéficier de politique culturelle, et en sens contraire, finalement, considérer que l'État et les autres collectivités publiques, qu'il ne faut pas oublier, les collectivités locales, pouvaient mettre en œuvre des politiques culturelles sans qu'il y ait un ministère de la Culture. Alors ce débat, vous le savez, s'est très rapidement enraciné. On le voit régulièrement ressurgir, notamment au moment des grandes échéances politiques nationales, les élections présidentielles qui sont le plus formidable ring qu'on puisse imaginer pour débattre des idées de façon générale et peut-être occasionnellement de cette idée de façon plus particulière. Ce débat s'est d'une certaine façon au cours des dernières années purifié. Pendant longtemps, la contestation de l'existence d'un ministère de la Culture était essentiellement portée par ceux qu'on pourrait qualifier d'ultralibéraux, qui pensaient que les ressorts spontanés de la société pouvaient finalement permettre l'épanouissement d'une vie culturelle satisfaisante sans que l'État s'en mêle, et qu'il était même, d'ailleurs, c'est le point de vue de certains analystes comme Marc Fumaroli, qu'il était même inopportun que l'État s'en occupe sous peine de voir apparaître des formes de culture d'État. Alors ces points de vue qu'on qualifiera, mais je suis bien conscient du fait que c'est de façon un peu caricaturale d'ultralibéraux, se sont un peu assoupis, mais néanmoins, le ministère de la Culture ayant paradoxalement, là aussi, à force d'optimisme et d'abondance de la promesse, suscité trop d'attentes et donc trop de déception par manque de réalisation de ces attentes, ce ministère a fini par apparaître parfois comme un ministère incapable d'avoir prise sur la réalité. Avant d'aller plus loin dans l'analyse de ce phénomène, j'observe simplement que c'est peut-être une analyse qui peut concerner l'État tout entier dans sa forme actuelle. On voit bien que l'État se porte sur beaucoup de fronts et parfois de façon très très émotive. On a beaucoup, là aussi, les observateurs souligné le caractère parfois éminemment et excessivement émotif de l'intervention des ministres sur tel ou tel front de l'actualité de la société, y compris parfois sur des situations qui relèvent du fait divers. Se sont trop souvent proposé de mettre fin à des situations que le gouvernement ou les ministres stigmatisaient, se sont trop souvent proposés d'amplifier l'arsenal des lois quand il s'agissait de réprimer tel ou tel travers, pour qu'ensuite les faits ayant finalement la peau beaucoup plus dure qu'on ne pouvait l'imaginer, sans susciter ensuite une profonde déception de la part des citoyens. Vous savez, chers amis, entre un État muet qui se serait totalement dissipé et un État trop prolixe, trop bavard, la distance finit souvent par être extrêmement faible, parce que dans les deux cas, qu'il soit excessivement bavard ou excessivement silencieux, il finit par devenir inaudible, en tout cas par ne plus être écouté par les citoyens. Toujours est-il que, pour revenir au ministère de la Culture, si on analyse un peu le paradoxe de sa situation, on se rend compte que c'est un ministère dont la parole est tout particulièrement omniprésente, encore que j'observe qu'au cours des derniers mois, cette parole se soit un peu tempérée et ne se porte plus systématiquement sur des déclarations incessantes sur tout et rien. Il y a un an ou un an et demi, il m'arrivait parfois de me moquer de mes successeurs au ministère de la Culture en soulignant qu'ils passaient leur journée à se féliciter d'eux, à féliciter telle ou telle personne, à regretter que, à stigmatiser, à annoncer que, considérant par exemple que les nominations n'étaient plus des actes de gouvernement profond, mais uniquement des occasions de communiquer cette trop répandue maladie de la politique qui voudrait tout réduire à l'instant, à l'instantanéité, en perdant de vue la nécessité de labourer en profondeur et de cultiver les choses pour l'avenir. Donc une parole
omniprésente qui se mesure par exemple par l'abondance des communiqués de presse dont ce ministère peut à chaque minute quasiment assiéger l'agence France Presse, dont elle attend naturellement un relais efficace de sa parole. Et dans le même temps, on a parfois l'impression que cette abondance de la parole s'accompagne d'une prise finalement assez faible sur la réalité des choses. Cette prise affaiblie sur la réalité des choses tient au fait que depuis 1959 et depuis les années 80 qui ont été marquées par la puissance de la personnalité d'un ministre comme Jack Lang qui a bénéficié de deux grands atouts. Tout d'abord l'atout de la durée. Il aura été ministre de la Culture et d'ailleurs occasionnellement également de l'Éducation nationale pendant deux fois 5 ans et bénéficier également d'une manne budgétaire extraordinaire au budget de 1982 qui brusquement a doublé sa capacité d'intervention. Donc le souvenir de cette période faisant, on se rend compte qu'aujourd'hui, notre ministère de la Culture n'a pas suffisamment, pris en compte un certain nombre de modifications radicales du paysage par rapport à cette époque. Par exemple, prise en compte le fait que, à côté de son action, l'action des collectivités locales est devenue, dans certains cas, majeure et parfois même prépondérante. Pendant longtemps, on aurait pu imaginer le ministère de la Culture comme une sorte d'opérateur public universel et unique, alors que patiemment, les collectivités locales, dans leurs différents degrés d'organisation, les communes, les communautés de communes, les départements, les régions, assumaient des responsabilités de plus en plus larges, ou bien dans le cadre de lois de décentralisation, ou bien motu proprio, parce qu'elles décidaient, sans aucune obligation de le faire, de mettre en œuvre des projets, des politiques culturelles significatives. Également, autre élément qu'on a insuffisamment pris en compte, c'est le caractère désormais prépondérant, s'agissant de la mise à disposition des gens, de façon générale, des citoyens, de tous ceux qui vivent dans notre pays et de ceux qui s'intéressent à notre culture dans le monde. On a insuffisamment pris en compte le poids, l'importance de ce qu'on appelle les industries culturelles et donc le poids de la production culturelle. Alors, le fait qu'il existe des industries culturelles n'est pas une nouveauté. L'édition est une réalité ancienne, même si elle est aujourd'hui parfois dans ses formes traditionnelles menacée, mais on sait à quel point la production de musique a été révolutionnée. En tout cas, le contact avec la musique ont été révolutionnés par toutes les technologies de l'information, de la communication, de la production sonore, et à quel point aujourd'hui, plus qu'il y a 50 ans, qu'il y a 40 ans, les uns et les autres, nous pouvons accéder à une offre musicale importante, à une offre musicale large. Ça vaut également pour l'offre cinématographique et ça vaut pour toutes les formes d'expression artistique qui sont liées de façon plus délibérée aux technologies de l'information et de la communication. Alors, la numérisation des œuvres, la capacité de les compacter dans des formats extrêmement réduits, de les diffuser de façon extrêmement rapide, ont révolutionné, ont métamorphosé de façon radicale le mode, les modalités de relations que nous pouvons avoir les uns et les autres avec tout ce qui constitue la culture. Songez, il m'est arrivé récemment d'en parler avec des bibliothèques, songez ce qu'était le travail de recherche en bibliothèque. On se déplaçait vers une bibliothèque, on allait vers les fichiers qui étaient
renfermés dans des tiroirs. On tirait ces tiroirs, on consultait des fiches, on notait sur une feuille de papier la référence du livre qu'on voulait consulter, on le portait au point de livraison des ouvrages. Un magasinier se portait dans les magasins, vous remontez éventuellement l'ouvrage qui n'était pas déjà en prêt, ce dont personne ne pouvait préjuger à l'instant même. Il se passait dans des grandes bibliothèques parfois beaucoup de temps avant que l'ouvrage ne remonte, des profondeurs des réserves. Souvent la page qui vous intéressait avait été altérée parce que déchirée ou arrachée par un chercheur indélicat qui voulait s'éviter le travail de la recopier ou de la synthétiser. Très rapidement, votre lecture vous portait vers un autre titre et il fallait recommencer naturellement les mêmes opérations. Tout cela était extrêmement fastidieux, tout cela était extrêmement lent, tout ça était extrêmement délocalisé. Aujourd'hui, il est évident que nous accédons les uns et les autres à une masse immense de références, d'informations, d'images, d'œuvres, et qu'il y a là le ferment d'une révolution, d'une véritable révolution culturelle. Autre élément qui a naturellement changé le paysage de façon assez radicale, c'est l'émergence désormais dans le champ de l'initiative culturelle d'acteurs privés, de fondations, de particuliers, de collectionneurs, du marché de l'art qui devient, s'agissant de la reconnaissance des artistes, une instance de tout premier ordre. Vous le savez, s'agissant de la reconnaissance des œuvres et des artistes, on a longtemps distingué finalement 3 instances de consécration: la critique, l'institution et le marché. Pendant longtemps, c'est la critique, au début du XXe siècle, qui a été l'instance prépondérante, celle qui faisait l'opinion à l'égard du public. Et puis on a vu au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, l'institution s'affirmer comme la référence déterminante. C'est l'époque des grandes institutions à l'étranger que sont le MoMA ou en France le Centre Pompidou, Musée national d'art moderne. Aujourd'hui, on le voit bien, un marché mondialisé de l'art s'est installé sur la scène internationale, fait et défait les réputations, porte les cotes des artistes à des niveaux souvent impressionnants, si ce n'est d'ailleurs extravagant. Et tout cela change considérablement la donne et modifie la relation que le public peut avoir avec les œuvres. Tout cela renvoie à la puissance publique, la question de sa possibilité d'agir et des modalités de son action. Également, autre observation concernant le ministère de la Culture, et c'est une constatation qui me préoccupe beaucoup, et je pense qu'elle préoccupe également beaucoup François Bayrou, c'est que dans notre pays, on a établi une distinction beaucoup trop large entre la culture, ce qu'on appelle la culture d'un côté, et le savoir de l'autre. L'existence d'un ministère de la Culture a eu beaucoup d'avantages, je n'en disconviens pas, mais également l'inconvénient finalement d'établir d'un côté un domaine qu'on pourrait qualifier du domaine des beaux-arts et des belles-lettres, vieille dénomination d'ailleurs de ce ministère, et d'un autre côté un champ du savoir, de la connaissance, de l'éducation, de l'enseignement, qui paradoxalement lui est devenu étranger, ou plus exactement les deux se sentant ou se ressentant comme étrangers l'un à l'autre. Comme si l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, les sciences de la terre, l'arithmétique, les mathématiques, l'apprentissage d'une langue, de plusieurs langues, de la littérature, l'acquisition d'une maîtrise à l'égard du parler ne constituaient pas profondément des actes de culture. En étant, au début de ma vie professionnelle, professeur d'histoire et de géographie, j'ai eu le sentiment d'exercer un métier culturel. Quand je suis arrivé dans l'emprise du ministère de la Culture, je me suis rendu compte qu'on ne considérait pas que c'était de la culture. Et la culture, c'était uniquement le théâtre, la musique, les arts plastiques, l'architecture, donc la production d'œuvres, la production d'objets culturels. Il y a là sans doute un travers de l'esprit français. En tout cas, ce travers a très très profondément marqué l'histoire du ministère de la Culture et aujourd'hui, à mon avis,
ampute un peu la profondeur et l'enracinement de son action. Autre réalité que ce ministère n'a pas suffisamment pris en compte, ce sont tous les phénomènes de la mondialisation. On l'a évoqué à propos du marché de l'art. On le constate chaque jour aujourd'hui s'agissant des régimes de protection des droits des créateurs ou de leurs ayants droit dans un marché de l'information et de la communication totalement mondialisé. À ce phénomène de la prise en compte nécessaire de la mondialisation s'ajoute, et c'est une réalité qui m'est extrêmement chère, la nécessité de prendre en compte ce que le ministère de la Culture a insuffisamment fait, bien qu'il se porte régulièrement sur ce front, la nécessité, dans un continent européen marqué par la diversité de ses cultures et pourtant la profonde unité de ses références culturelles, la nécessité finalement de s'interroger et de s'interroger de façon décisive, de façon profonde sur la nécessité de construire une politique culturelle européenne. Alors le sujet est très délicat parce que les traités européens ont fait de la culture un domaine subsidiaire de responsabilité des États, n'ont mis en œuvre des programmes culturels qu'extrêmement marginaux, comme le programme, par exemple, des capitales culturelles européennes. C'est intéressant, mais c'est insuffisant parce que si l'Europe est bien caractérisée par un trait de caractère, c'est que tous les pays qui la composent, malgré la diversité des langues qu'ils pratiquent, et cette diversité est une richesse, que cette construction est néanmoins marquée par une très très profonde unité de ces références culturelles qui puisent dans des héritages culturels communs qu'on retrouve dans l'Antiquité romaine, dans l'Antiquité grecque, dans naturellement le christianisme qui a été l'un des fédérateurs de l'union de la personnalité européenne, dans la conquête de l'esprit critique ensuite, dans ce qu'on a appelé l'héritage des Lumières, dans tout ce qui a procédé de la révolution industrielle. On voit bien qu'il y a là une singularité culturelle qui n'a pas été assumée de façon suffisante par la construction européenne et par l'ambition de chacun des pays qui composent l'Union européenne. Donc on le voit, un paysage profondément changé, parce que le monde a changé, parce que l'Europe, cette Europe qui est hélas aujourd'hui dans une très mauvaise passe dans beaucoup de pays de l'Union européenne, on le voit en Italie, donc mondialisation, nécessité de prendre en compte la construction européenne, de prendre en compte l'impact des technologies de l'information et de la communication, l'émergence de nouveaux acteurs. Tout cela s'est produit sans que le ministère de la Culture finalement ne reconsidère suffisamment ses objectifs, ses méthodes et sa façon de présenter son action à l'opinion publique, aux citoyens. Et en cela, je reviens sur ce point, finalement, son attitude n'a rien de singulier dans le paysage de l'action de l'État, dans le paysage de l'action gouvernementale. C'est finalement un syndrome ou un symptôme qui pourrait caractériser la situation de beaucoup de ministères. Alors je me suis souvent posé la question de savoir que faire. Alors il est évident que lorsque je m'interrogeais sur la nécessité d'un ministère de la Culture, je poussais le bouchon de la provocation très loin. Il est évident, et je tiens à répondre clairement sur ce point aussitôt, je crois que l'action culturelle de l'État est nécessaire, de la même façon que je pense que l'action culturelle de toutes les collectivités publiques est nécessaire parce que ces collectivités ont une responsabilité immense à l'égard de l'épanouissement de la dignité des citoyens, qu'elles ont une responsabilité immense à l'égard du rayonnement culturel de notre pays, parce qu'elles ont également en charge ce principe sacré qui fonde l'action publique de notre pays, le principe d'égalité. Une action privée est parfois extrêmement pertinente, mais elle ne se soucie pas, par exemple, de l'égalité des territoires. Un jour, me trouvant, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, à Los Angeles, 30 ans même,
je m'interrogeais ou j'interrogeais mes hôtes sur l'inexistence à cette époque à Los Angeles d'un opéra, une grande ville. Alors je dis pourquoi n'y a-t-il pas d'opéra? Et alors on m'a répondu qu'il n'y avait pas d'opéra parce que Madame Chandler n'aimait pas l'opéra, qu'elle n'aimait que la musique symphonique. La bienfaitrice de la musique à Los Angeles, c'était une dame fortunée qui s'appelait Dorothy Chandler. Et donc Dorothy Chandler, n'aimant que la musique symphonique, avait fait construire une grande salle pour la musique symphonique, une salle philharmonique. Mais l'opéra, ça lui cassait les pieds, donc il n'y avait pas d'opéra dans la ville. Il est évident que l'action publique a d'autres critères, d'autres réflexes, qu'elle se soucie d'une part d'une égalité, ou en tout cas d'une cohérence de l'offre culturelle. Elle se préoccupe, elle se soucie que cette offre culturelle soit aussi également que possible répartie sur le territoire, que tous les citoyens également, quel que soit leur état, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs conditions, puissent y accéder, en tout cas en avoir le désir, dans des conditions équivalentes. Donc je pense que l'action culturelle de l'État est nécessaire, et puisque nous avons pris l'habitude, là aussi c'est une profession de foi pragmatique, puisque nous avons pris l'habitude de l'existence d'un ministère de la Culture, eh bien que cette action, cette ambition publique soit servie par un ministère qui aurait de façon exclusive ou entre autres la charge de ce qu'on appelait à l'époque de Malraux les affaires culturelles. Cependant, je crois qu'il serait idéalement souhaitable de tendre vers un jour l'existence d'un ministère de la Culture large et non pas ancré sur un champ trop étroit de responsabilité. Pour moi, un ministère de la Culture large, c'est un ministère qui embrasserait l'éducation, la culture, les politiques en faveur de la jeunesse et l'audiovisuel public. Donc tout ce qui peut servir de façon efficace au partage de la culture. L'éducation est le principal espace d'acculturation universellement accessible. Certains jeunes ont la chance d'avoir une famille cultivée, dans laquelle ils acquièrent des références nombreuses, solides, critiques, distancées, variées. D'autres n'ont pas cette chance. C'est à l'école à leur offrir cette possibilité, à condition qu'on considère que ce qui fait l'objet de l'enseignement scolaire constitue aussi un ferment de culture. J'ai pour ma part une reconnaissance immense à l'égard de ceux qui ont été mes maîtres. Je me souviens très précisément de certains professeurs de français, par exemple, qui m'ont donné le goût de la littérature, qui nous familiarisaient avec le théâtre classique en nous invitant à jouer des scènes, des actes de Phèdre, de Britannicus, d'Andromaque, des plaideurs. C'est la raison pour laquelle il m'arrive encore d'impressionner un auditoire trop facile en récitant tel ou tel passage de l'une ou l'autre de ces pièces. Nous récitions en les mimant les oraisons funèbres de Bossuet ou de Bourdaloue. Nous plongions avec délice dans la littérature des XVIIIe et XIXe siècles et on apprenait avec respect Victor Hugo. Donc il y a là vraiment la preuve, s'il le fallait, que l'école est vraiment l'espace d'acculturation le plus efficace, le plus universel, avant même qu'on pose la question qui ne vient qu'après des arts à l'école. N'y aurait-il pas d'art à l'école, et je souhaiterais qu'il y ait des arts à l'école, mais n'y aurait-il pas d'art à l'école que l'école serait déjà un espace, et le meilleur espace possible d'acculturation. La deuxième question qu'il faut se poser, si on s'interroge sur l'avenir de ce ministère, c'est la question de sa capacité à repenser sa relation avec les collectivités locales. Je dois dire que l'absence d'un énoncé clair des programmes d'aménagement culturel du territoire du ministère de la Culture rend souvent les choix que ce ministère peut faire extrêmement peu compréhensibles par les élus et par les citoyens. Aujourd'hui, quand on observe la cartographie des équipements culturels de notre pays, on se rend compte que c'est une cartographie qui s'est sédimentarisée au fil des décennies, mais sans logique clairement énonçable. Dans tel département,
vous aurez près d'une dizaine de structures de théâtre subventionnées, centres dramatiques nationaux, scènes nationales. Je pense par exemple au département de la Seine-Maritime, et dans d'autres départements, rien du tout. Dans un département, il y aura eu toute une cascade d'élus influents. Il y aura eu Jean Le Canuet, il y aura eu Ruffnart, il y aura eu Fabius et quelques autres, et puis donc une accumulation d'initiatives. Dans d'autres, les élus auront été moins influents, ou moins pressants, ou moins déterminés, et la densité des équipements culturels soutenus par l'État est beaucoup moindre. En tout cas, je crois qu'il faut aujourd'hui repenser la question de l'interaction entre l'État et les collectivités locales. Et j'observe d'ailleurs que si c'est le cas dans le domaine de la culture, c'est le cas également dans d'autres domaines où l'État engage sa responsabilité et son action. Dans le même cas d'ailleurs, je pense que le phénomène de la déconcentration qui a conduit l'État à susciter dans les régions une ramification de ses services pourrait être remise en cause. Je suis paradoxalement favorable à la fois à la décentralisation ou à une décentralisation accrue et à une reconcentration des moyens que l'État affecterait à ses propres actions pour donner à cette action de l'État plus de visibilité. S'agissant de la décentralisation, on sait à quel point les lois de décentralisation de 1982, de 2004, pour n'en citer que quelques-unes, ont été déterminantes et ont servi finalement la qualité de l'action culturelle mise à la disposition du public. Quand en 2002, donc dans le cadre de la décentralisation de faire, on a confié au département les archives départementales ou les services centraux de prêt des bibliothèques. Quand en 2004, on a confié aux régions l'inventaire général des richesses artistiques, on s'est rapidement rendu compte que ces services, finalement, grâce aux moyens que les collectivités locales, dans une philosophie de proximité, avaient mobilisé en leur faveur, que ces services étaient devenus beaucoup plus efficaces que lorsqu'ils étaient dirigés de façon centralisée. Donc il y a là un véritable chantier à ouvrir. Je crois également qu'il y a une véritable nécessité pour ce ministère, s'il avait accompli ces deux véritables révolutions, d'arriver à un énoncé clair de ses priorités, de ses choix et de ses actions. Un entassement d'initiatives ne fait pas, vous le savez François, une politique. Une politique, c'est un point de vue, ce sont des idées, ce sont des convictions, et il est bon que la puissance publique les énonce de la façon la plus claire, de façon à indiquer aux citoyens où on se propose de les accompagner, où on se propose, dans certains cas, de les conduire. Trop souvent, nos concitoyens sont déconcertés par le caractère possiblement erratique des décisions et parfois contradictoires des décisions qui sont prises. Ils finissent par perdre de vue que ces décisions doivent concourir à l'émergence d'une politique globale. C'est vrai dans le domaine de la culture, c'est vrai également dans d'autres domaines de l'action de l'État. Et enfin, je crois qu'il serait nécessaire de réfléchir à l'utilisation beaucoup plus efficace des moyens qui sont mis à la disposition de l'action publique culturelle, à la faveur, d'un côté, de l'émergence parfois de nouvelles ressources. Vous vous souvenez peut-être que j'ai été le promoteur de la loi du 1er août 2003 sur le mécénat et les fondations, parce que j'estimais tout simplement que le temps était venu dans notre pays d'autoriser chaque citoyen à disposer d'une part de sa dette fiscale à l'égard de la collectivité pour l'affecter à une action d'intérêt général de son choix, d'où les réductions d'impôts mises en place par cette loi au bénéfice des actions de mécénat, mais également dans le même temps, outre l'émergence de nouvelles recettes, veiller à ce que les moyens budgétaires mis à la disposition de l'État soient utilisés de façon plus efficace.
Cette année, la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a assumé, je dois le dire, avec beaucoup de courage, l'érosion à hauteur de 2% des moyens de son ministère. Alors certains ont crié au scandale en disant que c'était un mauvais ministre, parce qu'un mauvais ministre devait toujours pousser à l'augmentation permanente de ses moyens budgétaires. Au contraire, je trouve qu'elle a fait preuve d'une véritable vertu, celle d'assumer le choix de la rigueur, qui devrait d'ailleurs s'imposer de façon plus nette à toutes les politiques de l'État. Alors malgré ce tassement ou cette légère érosion, cette économie appliquée à la ressource de ce ministère, je crois qu'il faut quand même se souvenir des chiffres concernés, parce qu'ils nous montrent que dans aucun pays d'Europe, les États ne mobilisent autant de moyens pour leur action culturelle. L'addition des budgets culture et des budgets communication conduit à constater un budget de 7,4 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Le budget culture et soutien à la presse, c'est 3 milliards 550 millions d'euros. Le budget de l'audiovisuel public s'élève à 3 milliards 830 millions d'euros. Je faisais la traduction de cette somme en francs pour montrer à quel point je vous ferai l'économie des anciens francs, mais en tout cas 3 milliards 830 millions d'euros, c'est à peu près 25 milliards, pardonnez-moi, 600 millions de francs. Donc on voit bien qu'il y a là des crédits substantiels qui, hélas, et c'est un peu la faiblesse de ce ministère, sont en début d'exercice budgétaire quasi totalement préaffectés par la simple reconduction des engagements, par la simple reconduction des actions. Et donc, malgré le caractère extrêmement consistant de ces dotations budgétaires, on se rend compte que finalement la marge d'initiative des ministres est extrêmement faible. Je crois qu'il faudrait oser, dans une véritable attitude de révision des politiques publiques, se poser la question de la meilleure efficacité de chaque euro dépensé. Il m'est arrivé, Monsieur le Président, mais l'idée va vous paraître totalement folle, de souhaiter le rétablissement du paiement en numéraire. Parce que je me dis que parfois, si les gens se rendaient compte des masses immenses d'argent dont ils disposent, ils auraient plus de respect pour la dépense publique. Imaginez le comptable public recevant ses créanciers et comptant ses liasses d'euros. On verrait l'accumulation immense de la dépense publique, la dématérialisation de l'argent, sa réduction à l'état de signature sont sans doute l'une des causes du galop de la dépense publique, parce que tout cela est devenu totalement abstrait. Alors je n'imagine pas une seconde qu'on rétablirait les paiements en numéraire, mais cette parabole en quelque sorte devrait nous renvoyer les uns et les autres à considérer la question de l'efficacité de la dépense publique avec beaucoup plus de pertinence et beaucoup plus de respect. Et je sais d'ailleurs que c'est un sujet qui vous préoccupe. Alors, comme je vous le laissais entendre, je pense que ces objectifs de réforme sont inséparables de la réforme générale finalement de l'État et de ses politiques. Elle nous renvoie à la question de la redéfinition d'un ordre, peut-être même de l'ordre constitutionnel et politique général de la France, de façon à ce qu'un jour puissent émerger des majorités d'un autre type que les majorités d'aujourd'hui, majorités mécaniques qui se livrent au jeu incessant de la contestation des points de vue de la majorité en place, même quand ces points de vue sont des points de vue qui hier étaient défendus par une majorité éteinte et qui est devenue la minorité. Ce caractère mécanique empêche finalement, et le principal frein à la réforme de l'État, à la réforme de son action, parce qu'elle livre la France à un épuisant jeu de va-et-vient qui se réduit vraiment au choix entre le soutien sans discernement ou l'opposition sans nuance. Deuxième objectif général auquel renvoie
cette analyse de la situation du ministère de la Culture, c'est celle de la réforme de l'État et de son organisation, y compris d'ailleurs dans son expression ministérielle. Je crois à la nécessité de portefeuilles ministériels larges, capables de concevoir des politiques qui ne soient pas des politiques trop sectorielles, mais des politiques qui embrassent l'intérêt général avec plus d'ampleur, plus de pertinence et plus d'efficacité. Ça nous renvoie également à la question cruciale de la réforme de l'organisation territoriale. Je suis toujours, pour ma part, impressionné de constater que l'Assemblée nationale constituante a, dès 1789 et en 1790, réussi en quelques mois à modifier, à révolutionner totalement l'organisation territoriale de la France, substituant au bailliage, au sénéchaussée, au pays d'État, au pays d'élection, au gouvernorat, un ordre territorial nouveau, en suscitant la création géniale des départements, géniale pour l'époque, des départements, soumettant même d'ailleurs l'organisation ecclésiastique de la France au même schéma, avec un peu de violence, c'est vrai, mais avec une efficacité redoutable. Aujourd'hui, on va de petites réformes territoriales en petites réformes territoriales, donc il faudrait penser de façon large la question des communes, la question des départements, la question des régions. Je pense que chacun de ces degrés d'organisation territoriale est nécessaire et que la solution, ce n'est pas le gommage de l'une ou l'autre de ces instances territoriales, mais vraiment la redéfinition de communes plus vastes, de départements viables, parce qu'un département dont la population est trop effondrée est un département qui n'a plus la capacité d'être une instance de solidarité, des régions également, à la fois ancrées dans l'histoire, ancrées dans la géographie, et capables de mobiliser des moyens significatifs pour mettre en œuvre des politiques raisonnables. C'est la réforme générale également de la gouvernance, dans le style, dans les méthodes et dans l'énoncé des objectifs. C'est enfin la question de la gestion des deniers publics, des moyens que l'impôt met à la disposition de la collectivité, en tendant vers un équilibre reconnu comme juste entre ce que chaque individu qui travaille peut consacrer à des actions dont il est le libre, dont il dispose à son libre choix, et d'autre part, la part de cette ressource qui est affectée de façon tout aussi légitime à l'action de la collectivité et à l'expression de la solidarité nationale. Et enfin, je crois que l'objectif général vers lequel nous renvoie cette analyse ponctuelle de ce microcosme qui est dans le fond le ministère de la Culture nous renvoie également vers la question de la construction européenne, vers la question de l'affirmation d'une nouvelle ambition dans ce domaine, dans un contexte détestable où, à force de lâcheté, plusieurs générations de responsables politiques, quand ils ne voulaient pas assumer leurs responsabilités nationales, imputaient finalement à la construction européenne la responsabilité des maux qui pouvaient frapper notre pays, comme elle frappait également d'autres pays. On a trop tapé sur l'Europe, sur la bureaucratie européenne, sur la Commission européenne, sur le Parlement européen, sur les institutions européennes, pour aujourd'hui ne pas constater que ces critiques incessantes et paradoxales, alors que le processus de construction européenne se poursuivait, que ces critiques incessantes avaient un effet délétère dont on récolte aujourd'hui la mer récolte. Ouais. Je vais vous donner la parole pour le dialogue qui fera 20-25 minutes avec Jean-Jacques Ayagon. Je voudrais lui dire merci pour une réflexion très, comment dirais-je, enracinée dans une expérience. Je voudrais lui dire merci pour ce qu'il a dit lorsqu'il s'approchait de la fin,
sur ce qu'avait été l'œuvre géniale de la Révolution et de Napoléon après, sur l'organisation administrative et politique du pays. Comme quelques-uns d'entre vous le savent, j'ai un livre qui va sortir dans quelques jours. Ce chapitre est présent à l'intérieur du livre exactement avec les mêmes références. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est impossible d'avoir un débat politique sur un objet, la puissance publique, l'État, les collectivités locales, dont personne ne peut comprendre l'architecture, l'économie et l'action. Mes amis savent que je suis complètement obsédé par cette question de la simplicité de l'organisation des choses. C'est incompréhensible. Je n'aurais jamais voté la loi qui a été votée sans notre assentiment hier sur les cantons bisexuels, là. Franchement, n'est-ce pas? J'ai été président de conseil général 10 ans. Je parle devant les élus de ma région, Jean Lassalle, Robert Rochefort, qui sont là. Marielle s'excuse et elle a été obligée de s'en aller, elle devait être là. Je voudrais qu'on m'explique la différence qu'il y a entre l'action d'un conseil général et d'un conseil régional. Je voudrais qu'on me l'explique. Parce que moi, je n'ai jamais compris la différence. Au fond, conseil général et conseil régional font exactement la même chose sur des échelles différentes. Au fond, ils ont tous les deux la responsabilité d'une stratégie de développement local. Et ils agissent sur tous les boutons, sur toutes les touches disponibles pour la stratégie de développement local. Ici, ils favorisent une université. Nous, il nous est arrivé de construire une autoroute. Conseil général, c'est peut-être la seule de France, mais Dieu sait qu'elle a été utile. On fait des zones industrielles ou de développement industriel. On fait une politique culturelle. On fait la politique de la lecture pour les uns. Et puis pour les autres, des politiques d'équipement, de je sais pas quoi, de musées, c'est la même chose. Alors vous avez deux sortes d'élus, dont au moins une catégorie est absolument inconnue du citoyen. Les élus, je voudrais savoir qui connaît les élus régionaux. Moi, dans mon propre département, et il n'y en a que 17, je suis vaguement attentif à la politique, je ne suis pas sûr que je pourrais en citer la moitié, et même probablement pas le tiers. Ça n'existe pas, ça n'a pas de réalité. Et tout ça égare le citoyen. Alors, je ne vous dis pas maintenant avec les communautés de communes, les communautés d'agglomération, qui à certains égards sont positifs. C'est bien de fédérer des actions. Mais vous ne pouvez plus jamais atteindre le responsable. Personne ne sait ce qui se décide. Et naturellement, la règle constitutionnelle qui consiste à rendre compte de l'usage de l'argent public, personne ne peut l'appliquer et ne peut exiger qu'elle soit remplie. Et c'est la même chose, je parle devant les parlementaires européens. Je suis, je crois, à peu près ce qu'on peut faire en France de plus européen. Mais je ne veux pas qu'ils se vexent quand je dis ça, mais personne ne sait quelles sont les décisions que l'Union européenne prépare, s'apprête à prendre, prend. Personne ne sait quelle est l'organisation de ces décisions. Personne ne sait quels sont les débats. Personne n'est capable de désigner les responsables et personne ne peut connaître l'agenda de ces décisions. Et on a donc un découplage, je parle devant celui qui a aimé Versailles, qui ressemble beaucoup au découplage qui existait entre le peuple des sujets et puis la cour enfermée.
Il n'y a plus de circulation. Au siècle même où l'exigence d'information devient la plus importante. Alors, étonnez-vous des résultats italiens. Les résultats italiens, qu'est-ce que c'est? C'est 65% de la population qui vote contre la réflexion européenne, l'existence même de l'Europe, l'annonce d'un référendum pour sortir de l'euro. Tout ça, c'est Grillo plus Berlusconi plus l'extrême gauche, c'est le même parti pris. Et on se trouve avec le pays fondateur avec nous de l'Union européenne qui est en contestation profonde de ce qu'il attribue à l'Europe, sans d'ailleurs savoir très bien comment ça fonctionne. Et Monti, qui est un honnête homme, il est d'une certaine manière désigné, ciblé, parce qu'on dit c'est lui qui exécute la politique définie en Europe. Tu parles quand un pays a 130% de son PIB en dette, imaginez, croire que c'est quelqu'un d'autre qui dicte la nécessité de faire des économies, faut être complètement naze. Eh bien, c'est cela que nous sommes en train de vivre. Et nous sommes en train de vivre parce que l'exigence de compréhensibilité, j'invente un mot, cette exigence-là a complètement disparu. Alors c'est vrai aussi en politique culturelle. Je frémissais tout à l'heure. Je dois avoir à peu près le record du monde du refus de ministère. Un jour, Jacques Chirac m'a proposé de devenir ministre de la Culture. C'était qu'il voulait se débarrasser de moi sur d'autres fonctions. Hein, je m'empresse de le dire parce que ça ne serait pas juste autrement. Il venait d'être élu et il s'était mis en tête l'étrange lubie de faire un référendum sur l'éducation nationale. Il ne savait pas bien sur quoi et il n'imaginait pas comment ça tournerait. Mais moi, je pense que ce n'est pas par oui ou par non que se règle une si difficile, et on le voit aujourd'hui, controversée question de l'éducation. Donc il m'a dit, je te nomme ministre de la Culture. Je lui ai dit, tu ne m'as pas bien regardé. Si tu me nommes ministre de l'Agriculture, j'accepte, mais de la Culture, ça ne sera pas moi. Mais j'ai vu Jack Lang à la fois ministre de la Culture et de l'Éducation. Alors, pour une fois, je ne serais pas d'accord avec vous. Selon moi, c'est un ministère invivable. Parce que cet ensemble-là, éducation, culture... D'ailleurs, je ne suis pas persuadé qu'il attachait beaucoup de soins à cette époque au ministère, à la partie éducation de son ministère. Mais vous êtes dans un monde... Alors, si vous ajoutez les syndicats de l'éducation, les syndicats du ministère de la Culture, les syndicats des musées, les syndicats des bibliothèques, et que vous mettez en face de tout ça un seul ministre, moi, je veux bien qu'on fasse ce qu'on veut. Mais celui-là est un surhomme. Ou il est mort. Il n'a pas le choix. Je comprends très bien l'aspiration que vous indiquez. Là encore, le problème du ministère de la Culture, c'est que le citoyen a beaucoup de mal à savoir ce qu'est l'action du ministère de la Culture. Il pressent qu'il y a beaucoup de réseaux au sein du monde au sein du ministère de la Culture, beaucoup d'intérêts qui se défendent et s'organisent, mais il ne sait pas à quoi sert le ministère de la Culture. Et c'est vrai que, cependant, il y a eu des choses très importantes de fait. Je pense à la politique du livre. Si Jack Lang mérite qu'on lui fasse une place à part, c'est la politique du livre a été quelque chose de très important. Et ce que vous avez fait ensuite sur les fondations a été aussi quelque chose de très important. Bref, je ne veux pas me laisser entraîner. J'ai parlé trop, mais c'était pour indiquer mon adhésion enthousiaste à une partie de la réflexion qui était la vôtre. Si tu peux faire marcher ce micro, je ne sais pas comment on fait pour le faire marcher. Oui, je vais vous donner la parole. C'est normal, voilà. Oui, bonsoir Monsieur Ayagon. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose à faire du point de vue de protection de la culture, protection des objets d'art.
En fait, je me balade assez régulièrement dans les musées, dans les petits musées de province, dû à mon métier, parce que j'ai plus ou moins un rapport avec le marché de l'art. Je travaille plus ou moins avec le marché de l'art. Et en fait, il y a beaucoup, depuis quelques années, des musées qui sont décentralisés. Comme le musée, par exemple, Centre Pompidou, qui est décentralisé à Metz. Et il y a un musée qui a été décentralisé récemment, c'est le musée du Louvre. Maintenant, il y a un annexe au musée de Lens. Et en fait, ma question, elle est assez simple, puisque ça faisait quelques jours que c'était ouvert, même si c'est un fait divers. Il y a eu, je pense, ça a été très 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 médiatisé. Il y a une œuvre d'art de Delacroix qui a été donc je pense qu'il y aurait quelque chose à faire du point de vue de la protection des œuvres d'art et de la sécurité. Voilà, je trouve que c'est pas normal que... Plusieurs questions, si vous voulez bien. Féminin maintenant. Oui. Allez-y. Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Vous parliez d'une bipolarisation droite-gauche. Est-ce que vous pensez qu'au sein de la politique culturelle, ça se retrouve aussi? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une politique culturelle de droite et une politique culturelle de gauche? Très bien. Masculin. Gilbert Mouton, Monsieur le Ministre, nous connaissons votre amour pour les animaux. Vous l'avez d'ailleurs montré à Versailles, n'est-ce pas? Et je voulais vous poser la question suivante concernant le ministère de la Culture. Le Bureau de la protection animale appartient au ministère de l'Agriculture, à la Direction générale de l'alimentation. Pas mal de mes confrères vétérinaires sont partis de ce bureau pour se rendre justement au ministère de la Culture. Ne pensez-vous pas qu'à la place d'un bureau de la protection animale qui en fait n'est que de la protection sanitaire des animaux, il pourrait se trouver au niveau du ministère de la Culture une structure, un bureau, justement, de la protection des animaux. Vous voulez dire qu'il y a des vétérinaires qui sont partis du ministère de l'Agriculture pour le ministère de la Culture? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils font au ministère de la Culture? Ils s'occupent justement de problèmes d'environnement, de problèmes d'études des animaux sauvages, justement, dans un environnement et la protection de l'environnement. Mais c'est pas au ministère de la Culture, si? Non, parce que l'herbe est plus tendre au ministère de la Culture. Merci. Féminin. Féminin. Je travaille dans le domaine du livre et de la lecture et on peut remarquer que peut-être on a atteint un pic avec le gouvernement précédent en ce qui concerne vous parliez de l'information que l'on doit aux citoyens, mais il y a eu sans doute une dérive avec la visibilité, la question de la visibilité qui hante beaucoup de ministères. Et je pense que le ministère de la Culture a été frappé également par cette nécessité de rendre les choses visibles. Or, il y a sans doute des actions qui ne sont pas forcément de l'ordre de la visibilité, plus sourdes, plus profondes. Et je pense que certaines choses se sont développées, des financements pour rendre cette visibilité possible, qui ont sans doute détourné certains processus de notions de service public, à savoir des institutions comme certains établissements publics qui se sont autonomisés et qui ont dû également rendre visibles leurs activités, leurs actions, à tel point que certaines instances financées par ces mêmes structures se sont vues dépossédées par des activités qui les tenaient en premier lieu, dont elles étaient responsables, qui sont vues déposséder de ces activités parce que le ministère avait besoin de plus de visibilité. Enfin, je sais pas si c'est un peu abscon ce que je dis, mais je sais à quoi je pense précisément. Voilà. Et nous, on n'a pas le droit de le savoir? Mais fermons les micros. Non, je pense au Centre national du livre très précisément, et une politique qui s'est développée de visibilité à l'extrême, et une institution. Il se trouve que je dirige une structure qui est financée par le ministère de la Culture et menacée dans ses actions mêmes. Parce que on arrive à marcher sur la tête. C'est que le ministère organise lui-même des événements. Parlons d'événements, l'événementiel. Alors qu'il finance des structures qui sont faites pour organiser pour lui. Voilà, on a un peu marché sur la tête à ce moment-là.
C'est une remarque. Voilà, écoutez, ce sont des questions très, très diverses. Tout d'abord, monsieur, vous avez bien fait de rappeler que la décentralisation des grands établissements nationaux inaugurés par le Centre Pompidou-Metz et ensuite par le Louvre-Lens, c'est tout à fait fondamental. Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire en sorte que les établissements nationaux ne soient pas uniquement des établissements parisiens. En France, on a trop souvent confondu, on a trop souvent cru que national, ça voulait dire parisien. National, ça veut dire que ça appartient à la nation tout entière, et je pense que ces grosses machines que sont le Musée national du Louvre, le Musée national d'art moderne, le Musée d'Orsay, l'Opéra national de Paris, la Bibliothèque nationale de France, ont le devoir de s'interroger à chaque moment sur la façon de se rendre utile aux citoyens de notre pays tout entier. D'où le caractère exemplaire de ces deux actions de décentralisation. Elles ont connu l'une et l'autre un succès immense, rassemblant au cours de leur première année d'ouverture, sans doute, puisque la première année d'ouverture pour le Louvre-Lens n'est pas encore totalement conclue, mais en tout cas plus d'1 million de visiteurs. Alors, lorsqu'on reçoit 1 million de visiteurs, il se peut qu'il se produise à un moment un petit incident dans un public enthousiaste. Il y a toujours dans la masse des centaines de milliers de gens qui se passent dans un musée, quelqu'un qui est un peu exalté et qui se livre à un acte de dégradation d'une œuvre. C'est regrettable, mais c'est en quelque sorte la rançon de cet immense succès. En l'occurrence, d'ailleurs, cette dégradation était mineure. Elle a été réparée très très rapidement. Elle a été réparée très rapidement par de bons restaurateurs, mais surtout les responsables du musée, les collectivités locales concernées, en l'occurrence la région Nord-Pas-de-Calais, sont aussitôt demandé de quelle façon on pouvait intensifier la présence de médiateurs ou d'agents parmi ces œuvres de façon à éviter ce type de dégradation. Mais enfin, en tout cas, je le répète, vous savez, un musée vide, c'est un musée triste. Alors naturellement, les œuvres n'y risquent rien du tout, mais en même temps, la mission culturelle de ces musées n'est pas atteinte. Une œuvre qui n'a plus de regard pour la contempler devient un objet totalement mort. Alors la contrepartie du succès, c'est parfois, en effet, c'est le risque, mais il n'y a pas de politique sans risque, hein. Il faut parfois assumer ces risques. Madame, sur la question de savoir s'il existe une politique de droite ou une politique de gauche, je crois qu'en toute objectivité, il faut dire qu'il y a eu au cours des dernières décennies, il y a eu une très grande stabilité finalement en France des politiques culturelles. Les ministres de droite se sentant en général illégitimes au ministère de la Culture, finissant par faire les mêmes politiques que leurs prédécesseurs, les assumant, et donc finalement l'un dans l'autre, c'est plutôt un ministère de consensus, avec parfois des nuances néanmoins dans l'approche des choses. On a souvent pensé que la droite était plus attentive à l'égard de la dimension patrimoniale de ce ministère, que la gauche était plus tournée vers l'action culturelle, encore qu'il ne faille pas caricaturer ces prises de position. Voilà, en succédant à Catherine Tasca, je sais bien que j'ai fait les choses différemment, qu'elle ne les aurait pas faites comme moi, mais l'un dans l'autre quand même. Je pense que ce sont les mêmes politiques qui se sont poursuivies. En plus, ce ministère a été frappé par une très grave maladie quand même, c'est la précarité de ses ministres. Quand je suis arrivé au ministère de la Culture, j'étais le 7e ministre de la décennie. Je l'ai quitté, ce ministère, il y a 10 ans, ou presque 10 ans, il y a 9 ans maintenant. Et j'ai déjà eu comme successeur, donc il y a eu moi, il y a eu Renaud Donnedieu de Vabre, il y a eu Christine Albanel, il y a eu Frédéric Mitterrand, il y a Aurélie Filippetti aujourd'hui. Donc vous voyez, 5 ministres pour occuper l'espace de 10 ans. Ça fait que finalement, très souvent, on poursuit les actions mises en œuvre par son prédécesseur et que ce sont vos successeurs qui finalement inaugureront ce que vous avez vous-même mis en œuvre. J'ai mis en œuvre le Centre des Archives nationales à Pierrefitte avec l'appui de Jacques Chirac. C'est aujourd'hui Aurélie Filippetti et François Hollande qui les inaugurent. J'ai lancé le Centre Pompidou-Metz, il a été inauguré par Frédéric Mitterrand. J'ai lancé le Louvre-Lens, il a été inauguré par, je ne sais même plus qui d'ailleurs, tant l'évanescence ministérielle est grande. Donc plutôt, c'est vraiment une politique sur laquelle il faudrait d'ailleurs qu'on définisse des objectifs de convergence nationale et qu'on prenne en compte l'intérêt général et non pas les intérêts partisans de telle ou telle partie de l'opinion publique. Alors, madame, sur la question du risque de superficialité, c'est vrai que ce ministère peut être étant tenté par une attitude permanente de communication, peut privilégier parfois ce qui a de l'éclat, de la visibilité,
et donc qui est éphémère par rapport à ce qui est profond, ce qui est radicalement enraciné dans les missions de service public. Vous avez évoqué la question du livre, la question de la lecture publique. Pour ma part, j'estime qu'on est là dans l'un des fondamentaux de l'action de ce ministère, qu'il n'y a pas d'espace plus noble finalement, après l'école, monsieur le ministre, d'acculturation de nos concitoyens et de partage de la culture que les bibliothèques, que le livre. Alors c'est vrai qu'on voit parfois le ministère, ou les collectivités locales d'ailleurs, les collectivités ne sont pas épargnées toujours par ce glissement, par cette véritable maladie qui consiste à préférer ce qui est vain, ce qui est superficiel, ce qui est festif, ce qui est ludique, ce qui est éphémère, par rapport à ce qui est moins spectaculaire, mais pourtant beaucoup plus nécessaire. Quant à l'autonomisation des établissements publics, je crois que c'est une bonne règle. Il faut que l'État apprenne à ne pas vouloir tout faire lui-même depuis son administration centrale. Il faut qu'il sache déléguer à des établissements auxquels il confie des responsabilités, leur déléguer le soin de mettre en œuvre des pans de sa politique, des pans de la politique culturelle. Regardez ce que le Louvre est devenu en sa qualité d'établissement public, ce que le Centre Pompidou a été dès sa création. On n'est jamais autant porteur d'un projet culturel que lorsqu'on a la véritable responsabilité de le mettre en œuvre. Et il appartient ensuite à la puissance publique de vous juger à la sortie, de dire vous avez été un bon président ou un mauvais président, je vous reconduis ou finalement je vous remplace, je vous donne des moyens ou je vous en donne moins. L'État doit conserver ses moyens d'évaluation, mais en même temps il doit savoir déléguer de la responsabilité. Professeur, vous savez mon amour pour les animaux, donc j'ai beaucoup de mal à répondre à votre question de façon partisane. Néanmoins, je ne suis pas sûr. La question de notre relation avec les animaux est une question culturelle. C'est une question qu'on ne peut pas expulser du champ de la culture. Récemment, c'était il y a 15 jours, me trouvant dans le petit musée d'Auch, dans le département du Gers, j'ai découvert, j'en ai d'ailleurs fait une photographie avec mon téléphone, une plaque tombale, une dédicace d'une domina, donc d'une maîtresse romaine du IIe ou du IIIe siècle, épitaphe qui recouvrait la tombe de sa petite chienne qui s'appelait Mia. Et donc il y a là une véritable élégie consacrée au souvenir de Mia. C'est un acte culturel que cette relation. L'animal est un vieux compagnon de l'homme. Il accompagne la domestication des animaux, accompagne l'émergence de l'humanité comme espèce vivante supérieure, dominant justement l'ordre naturel sommaire des choses. Mais je ne suis pas sûr, quitte à vous décevoir, qu'on trouve au ministère de la Culture aujourd'hui toutes les compétences requises pour fournir aux vétérinaires un interlocuteur mieux désigné qu'au ministère de l'Agriculture. C'est vrai que le ministère de l'Agriculture a trop souvent peut-être une approche uniquement sanitaire de la question du statut des animaux, qui renvoie d'ailleurs également à des questions de droit dont la chancellerie s'occupe, mais voilà. Alors sinon, il faudrait, et là pour le coup François Bayrou serait totalement désespéré, faire un ministère de la culture, de l'agriculture, de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports. Et ça s'appellerait la présidence de la République. Mais merci beaucoup. Je dois dire, monsieur, que quand je vous ai entendu commencer votre question en disant « Monsieur le ministre, tout le monde connaît votre amour des animaux », je ne savais pas si c'était à Jean-Jacques que s'adressait cette formule ou à moi, mais je vous assure que comme amour des animaux, nous pouvons rivaliser ou en tout cas lier nos forces. Je vais prendre les deux dernières questions. Une masculine, une féminine, parce qu'il est bientôt 8h25. Oui, bonjour monsieur. Je travaille depuis 2007 avec Fred Forest, et qui m'a fait découvrir l'acculturation du numérique par la culture. Et que pensez-vous de l'appropriation du numérique par la culture et du rôle que va pouvoir jouer la culture dans le futur du XXIe siècle et le développement de la e-démocratie? Merci. Une question féminine pour finir. Féminine, oui. Bonsoir. J'aimerais poser une question un peu plus personnelle.
personnel. C'est sur Versailles. Je sais que vous étiez beaucoup critiqué par rapport au choix que vous avez fait avec l'art contemporain à Versailles. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Voilà, madame, écoutez, tout d'abord sur Versailles, vous savez, j'ai toujours eu la conviction, et c'est pour moi une conviction très très profonde, qu'il fallait mettre fin à cette frontière absolue qu'on dresse entre l'art contemporain et l'art ancien. L'art contemporain, à mes yeux, n'existe pas. C'est une réalité éphémère que d'être contemporain. Tout ce qui est contemporain deviendra historique. L'impressionnisme, à un moment donné, a été une expression contemporaine de l'art, et puis il est devenu un morceau de notre histoire artistique. Donc l'art qui se produit aujourd'hui est certes contemporain au sens exact du terme, mais le meilleur de la production artistique d'aujourd'hui a des relations avec la production artistique d'hier. Les meilleurs des artistes ont des racines, et les meilleurs d'entre eux auront une postérité. Il faut cesser de considérer que l'art contemporain serait une sorte de destination artistique en soi, qu'elle n'aurait pas de veille et qu'elle n'aurait pas de lendemain, qu'elle serait une sorte d'éphémère permanent. À Versailles, ce que j'ai tenté de montrer, c'est que dans ce lieu qui n'a jamais été un Carmel, c'est pas un lieu de dévotion. Versailles, c'est un lieu qui a été conçu pour la fête, pour le divertissement, au point d'ailleurs d'en devenir superficiel et de susciter des phénomènes d'hostilité très forts au moment de la Révolution française, que dans ce lieu, on s'est toujours posé un certain nombre de questions, la question du décoratif, la question du décor, la question de la fête, la question y compris la question du plaisir, la question de la présence internationale d'artistes. C'est Louis XIV qui fait venir Bernin, de façon d'ailleurs inaccomplie, à Versailles pour tenter de travailler avec lui, et que toutes ces questions que ce bâtiment, que les jardins, que ces décors avaient posées, il fallait également les reposer aujourd'hui avec des propositions artistiques contemporaines. Alors ça a suscité parfois de l'incompréhension, ça a suscité de l'émotion, mais ça a suscité également un immense engouement populaire, puisque la fréquentation du château de Versailles s'en est trouvée considérablement accrue. Ça m'a valu quelques procès à chaque fois. Je les ai tous gagnés, et donc je suis toujours parmi vous, on ne m'a pas coupé la tête. Un de ces procès m'a tout particulièrement ennuyé, c'était le premier qu'on m'avait fait au moment de l'exposition de Jeff Koons, tout simplement parce que le jugement a été rendu le 24 décembre au soir, et que ça a gâché mon dîner et ma soirée de Noël. Mais néanmoins, je l'ai emporté contre un personnage éminent, puisqu'il s'agissait d'un prince de la maison de Bourbon, Bourbon-Parme, qui en effet se plaignait au tribunal de mon manque de respect pour la mémoire de ses aïeux. Donc le juge a compris que j'étais extrêmement respectueux à l'égard de la mémoire de Louis XIV, et que même d'une certaine façon, j'incarnais la pérennité de ce qu'avait été son goût pour la fête, son goût pour les arts, son goût également pour la création. Pour ce qui est, monsieur, de l'e-culture, de la culture numérique, je considère que, d'une part, il est évident que la numérisation des œuvres, que la numérisation des informations, que leur diffusion par ce canal universel qu'est Internet constitue pour la culture et pour le partage de la culture une chance extraordinaire. Je crois que jamais on aura pu mettre à la disposition des gens, de façon générale, autant de références, autant d'images, autant d'accès diversifiés à la culture. Alors la question qui se pose, c'est naturellement la question de l'émergence d'un véritable jugement critique à l'égard dans l'usage de cette abondance d'informations, de façon à ce que celui qui les sollicite puisse arbitrer entre celles qui sont fondées, celles qui sont de qualité, celles qui sont de moindre qualité, et même celles qui sont parfois totalement farfelues ou mensongères. C'est la raison pour laquelle il faut sans doute que, mais je crois que ça se fait assez spontanément dans les programmes de l'éducation, on sache finalement exercer
les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, à l'usage critique, à l'usage raisonné des technologies, de l'information, de la communication et de l'accès qu'elles permettent à la culture et au savoir. Alors d'autre part, vous le savez aussi, et votre question y renvoie directement, il est évident que ces technologies permettent également à des artistes de s'exprimer autrement, de s'exprimer par d'autres voies, et parfois de façon extrêmement pertinente, de façon extrêmement innovante. Il y a là un nouveau champ pour l'expression artistique dans le domaine des arts plastiques, mais également dans d'autres domaines, dans le domaine de l'oralité, dans le domaine de la littérature et dans le domaine de la musique. En tout cas, je considère que tout cela, que cette révolution technologique, aussi importante, si ce n'est plus importante que l'invention de l'imprimerie à la fin du XVe siècle, est une véritable chance pour la culture. Il ne faut pas regarder cet avenir avec frilosité. Alors je sais bien que les copistes de la fin du XVe siècle s'inquiétaient de l'extinction de leur activité face à l'émergence de celle des imprimeurs, mais c'est néanmoins de cette efflorescence de l'imprimerie que sont nées la réforme et qu'est né l'épanouissement complet de la Renaissance et d'une certaine façon également l'affirmation de l'esprit critique dans l'espace européen, cette grande caractéristique de notre culture. Merci à Jean-Jacques Ayagon et merci à vous d'avoir été là pour ce moment de rencontre passionnant. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président.